Donc, on va démarrer cette deuxième session des têtes chercheuses organisée par le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Les têtes chercheuses, c'est un concept qui nous est cher, qui est né l'année dernière au moment de la première crise, ou la crise qui débutait du Covid, euh, dans l'idée de pouvoir croiser des regards autour d'une situation qui était inédite, qui était totalement inattendue, croiser les regards de chercheurs, d'enseignants, d'experts, de professionnels du tourisme, pour que ces regards croisés puissent nous permettre d'alimenter, d'enrichir la réflexion autour d'un secteur qui est en pleine interrogation sur ce qu'il va devenir, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui autour du tourisme. Donc, nous avons choisi de refaire une session cette année de ces têtes chercheuses. Moi, je m'appelle Dominique Tillet, je suis au Comité régional du tourisme en charge du pôle 3D. Le pôle 3D, c'est le pôle qui s'occupe de la data sous toutes ses formes, data, décision, destination, avec notamment le réseau d'information et l'observation. J'ai la chance d'être très bien entouré aujourd'hui pour pouvoir traiter de ce sujet tourisme et approche territoriale du développement, qui est un sujet très large que forcément on n'épuisera pas aujourd'hui, puisque le sujet pourrait faire à lui seul, justifier à lui seul toute une série de ces têtes chercheuses, toute une année. J'ai aujourd'hui avec moi Marilène Pierre, qui est enseignante en économie, spécialisée dans le tourisme à l'IAE de Perpignan, à l'antenne de Mende, qui va nous dresser le contexte, les éléments de contexte. Christophe Bougmary est avec nous aussi. Vous le connaissez bien puisque c'est un des fondateurs des têtes chercheuses. Et il est en charge aujourd'hui, il est responsable de l'animation du réseau des offices de tourisme. Et donc, dans le cadre de cette fonction-là, il est en train d'initier une démarche territoriale qu'il souhaite partager avec vous. Et on a aussi la chance de recevoir Xavier Feuillant. Xavier Feuillant, il est directeur de Île-sur-la-Sorgue Tourisme. Et pourquoi Île-sur-la-Sorgue? Parce qu'il nous semble que cette démarche qui a été menée depuis pas mal de temps déjà, quelques années, et qui aboutit aujourd'hui, qui a été menée et qui se déroule à l'Île-sur-la-Sorgue, est très, très emblématique, très, très exemplaire, et on aimerait bien la partager avec vous. Non pas qu'on n'ait pas trouvé de choses intéressantes à évoquer en Occitanie, mais c'est bien aussi de faire venir des partenaires des régions voisines. Voilà, donc le sujet, il est large. Les règles de ce webinaire, elles sont simples aussi. Vous pouvez, bien sûr, vous ne pouvez pas intervenir directement, on est dans le cadre d'un webinaire, mais vous pouvez poser vos questions via le petit picto Q&R, questions et réponses. On s'efforcera d'y répondre pendant la durée du webinaire. Donc, très simple, vous pouvez lever la main et on s'efforcera d'amener des éléments de réponse à vos questions. Le sujet, comme je le disais, il est vaste, un tourisme et approche territoriale du développement dans ce contexte de crise, de réflexion autour du tourisme. Évidemment, on va se poser la question d'un nouveau modèle pour les territoires, d'un nouveau modèle qui prenne en compte, qui soit plus systémique, qui prenne en compte tous les acteurs qui dépendent et qui sont intéressés par le tourisme, pas seulement les professionnels du tourisme, pas forcément les organismes institutionnels, mais il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui, c'est-à-dire s'intéresser à ceux qui vivent au quotidien sur ces territoires, c'est-à-dire les habitants et les acteurs au sens large. Donc, on évoquera toutes ces questions-là. Je ne peux pas non plus lancer les débats sans faire un petit coucou à Pierre Torrente, qui est un des artisans de ces têtes chercheuses, donc spécial big up à Pierre Torrente, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, donc pour nous, c'est vraiment très intéressant de mettre en place ces cellules de réflexion et on espère que vous prendrez autant de plaisir à y participer que nous, on a eu à préparer ces débats. Plein de sujets. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je suis trop bavard. Je vais donner la parole à Marilène pour nous faire partager son approche, la méthodologie, l'approche, le benchmark. Et voilà. Et on se donnera à chaque fois des temps. On va essayer de faire des interventions assez courtes pour qu'on se donne des temps d'échange. Est-ce que j'ai été clair? J'ai oublié quelque chose ou pas? Ou on peut y aller? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on est parti. Marilène, à toi. Merci,
Merci beaucoup Dominique. Donc effectivement, c'est ambitieux en quelques minutes, hein. Je ne ferai pas du benchmark, mais c'était juste l'idée de partager ensemble quelques éléments de réflexion pour vraiment après partir en fonction de nos réalités, de nos territoires, des outils dont on dispose, vers un partage peut-être d'expérience ou de ressenti. C'est vrai que la période, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que, on en a déjà parlé lors des éditions précédentes. On est dans une période de crise écologique, crise sanitaire, mais on avait tous convenu pour dire que ce n'était pas la Covid qui nous avait pointé du doigt des problématiques, mais elle avait mis différemment la lumière en fait sur des éléments structurants, déstructurants du tourisme. Donc là, en fait, on est, je dirais, tous aujourd'hui dans une phase de questionnement. Et l'idée, elle est de se dire, oui, tiens, c'est intéressant, parce que c'est pas dire non plus, ça fait peut-être, je pense, plus de 30 ou même, oui, bien une trentaine d'années où on a toujours émis l'hypothèse du tourisme comme un facteur de développement. Et sur les territoires, on a toujours intégré cette idée que le tourisme pouvait conforter une économie. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé malgré tout face à des situations où on est bien obligé de remarquer qu'il faut qu'on re-questionne, qu'on revoie un petit peu nos pratiques. Pourquoi? Parce que à la fois le tourisme est devenu un objet politique, au sens où on l'a vu, certaines destinations refusent le tourisme. Et pourquoi est-ce qu'elles le refusent? Parce que très souvent, malheureusement, elles le subissent. Mais on peut aussi émettre l'hypothèse que certains territoires se disent, non, moi, j'ai pas besoin pour du lien, pour mon lien social, pour mon économie locale. J'ai peut-être pas besoin de cette forme-là où je le refuse. Et ça pose des questions qu'il va falloir essayer d'intégrer aussi. Ces fameux effets structurants ou déstructurants, donc dit différemment, les effets positifs ou négatifs du tourisme, là aussi, c'est intéressant, je pense, de peut-être les interroger pour mieux les mesurer, à la fois pour prévenir les effets négatifs, mais aussi par moment d'être en capacité de dire, nous, acteurs du tourisme, attendez, on ne va pas jeter l'eau du bain avec le bébé, mais on va peut-être être en meilleure capacité de dire qu'on contribue positivement à certains secteurs d'activité. La dynamique écologique aussi, de manière très large, peut interroger certaines destinations à se questionner sur les aménités, sur la notion de patrimoine, sur le retrait du trait de côte, sur des pratiques, à les faire évoluer aussi. Donc là aussi, on ne part pas tous avec, je dirais, les mêmes priorités, mais c'est aussi intéressant de se dire, tiens, est-ce qu'on remet au goût du jour la notion de capacité de charge? Est-ce qu'il y a des territoires qui vont devoir mettre en place des logiques de quotas? Donc, qui dit quota dit qui j'accueille, combien? Et donc là, on a aussi besoin de travailler davantage peut-être avec les scientifiques ou des personnes qui ont la méthodologie, je dirais, pour vraiment nous apporter ces éléments-là. Et de fait, ce qui est intéressant aussi quand on dit qu'aujourd'hui le tourisme est devenu un objet politique, ça peut être parfois un petit peu anxiogène, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a enfin la reconnaissance qu'on est un secteur complexe, multidimensionnel, et que du coup, c'est intéressant parce que, comme on l'a déjà dit, et je fais une citation d'emprunt avec un petit clin d'œil parce que la personne est présente au webinaire, le tourisme, ce n'est pas que du tourisme. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous amène la porte ouverte à, ok, mais si ce n'est pas que du tourisme, c'est quoi? Et ça permet de réfléchir sur les fondamentaux, l'accueil. Qu'est-ce que c'est l'accueil? C'est pas accueillir peut-être que des gens en vacances, mais c'est accueillir tout court ou accueillir d'autres formes de mobilité, d'autres formes d'hospitalité. Et ça, c'est intéressant aussi. Ce qui est aussi, moi, me semblait intéressant dans cette idée que le tourisme, on n'était pas tout seul. Et c'est peut-être aussi une inquiétude, enfin, ce n'est pas une inquiétude, mais c'est quelque chose qu'il faut adresser. J'aimerais qu'on en parle aussi. C'est que de fait, si on n'est pas tout seul à penser le tourisme, à la fois, ça libère d'un poids, mais ça veut dire qu'il faut qu'on arrive collectivement à travailler ensemble. Qui on associe? On nous dit qu'il faut élargir le cercle des parties prenantes, consulter les habitants. Mais moi, je me mets à votre place pour ceux qui sont aux commandes d'office de tourisme ou gestionnaires de destination. Mais c'est qui? Comment est-ce que je génère cette parole collective? Comment est-ce que je crée un récit commun? Ce n'est pas le dernier qui a parlé qui a raison. Là, ça demande des nouvelles manières de fonctionner et je pense des nouvelles opportunités. Donc, c'est bien qu'on puisse discuter ensemble parce que ça ne se fait pas en un clin d'œil, cette participation, cette démarche participative. Donc ça, c'est aussi un élément qui va faire en sorte que aujourd'hui, on est amené à repenser différemment les choses. En plus, on n'a pas les mêmes cartes en main. Donc, certains territoires vont devoir gérer des problèmes de surfréquentation parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas sous les feux de la rampe et ils n'étaient pas forcément positionnés, mais ils vont faire en sorte que une fréquentation va augmenter. Alors, ils vont devoir user d'outils de gestion de surfréquentation, alors que d'autres vont de fait peut-être avoir moins de monde, donc être dans une autre problématique de voir comment est-ce que j'arrive à faire cette transition-là vers un modèle économique moins dépendant du tourisme, plus participatif. Et là aussi, ça veut dire que collectivement et en toute humilité, on n'a pas la réponse, mais on peut amener plusieurs solutions qui ensemble permettront vraiment de répondre
et aussi de s'inscrire dans une logique de court terme, parce que c'est vrai que moi, là, maintenant, je vous parle, je suis enseignante, donc j'ai un rapport au temps qui est différent. Je peux me positionner sur du long terme, du moyen terme. Vous pouvez vous dire, mais là, qu'est-ce que je fais là? C'est quand que j'ouvre? Est-ce que je reporte? Qu'est-ce que je vais faire dès septembre pour ma prochaine assemblée générale, etc., etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a dit de cadre, moi, ce que j'ai commencé un petit peu à poser, et aussi par rapport au questionnement des étudiants, parce que les étudiants qui sont nos futurs collègues et vos futurs collègues sur le terrain, s'interroge énormément sur, oui, on parle de circuit court, on parle de proximité, mais est-ce que c'est pour autant la fin de l'aérien? Qu'est-ce qu'on fait avec les destinations qui sont dépendantes de l'aérien? Comment est-ce qu'on... Et ce qui est intéressant, c'est en tout cas les clés de lecture que je vous propose, qui sont toutes simples, c'est de revenir sur la définition du touriste, mais pas pour refaire une nomenclature, ça à la limite, c'est plus d'actualité, mais c'est de revenir sur les fondamentaux, à savoir le rapport au temps, le rapport à l'espace et puis le rapport qu'on pourrait dire à soi, aux autres et la motivation. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin ou non de partir en vacances? Ça permet de réintégrer la notion de loisir, de consommation aussi. Et j'avoue que tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, je vais laisser la parole à Christophe, mais font qu'on a des territoires qui vont connaître des scénarios complètement différents, allant carrément à un risque de surfréquentation, une augmentation de fréquentation, avec des territoires où on va leur dire non, mais attendez, le touriste, j'en veux plus. Et comment ça, j'en veux plus? Qu'est-ce que je fais de mes acteurs touristiques? Je leur dis bye bye? Non. Donc, comment? Et c'est pour ça que je disais aussi que c'était important de mieux mesurer peut-être les apports du tourisme, parce que je pense que malheureusement, pour nous, on va devoir peut-être négocier à l'échelle de nos territoires l'accès à des ressources en disant ben non, mais attendez, le touriste, c'est pas juste un consommateur, il peut participer, il peut contribuer, il peut même amener des formes de régénération. D'où toutes ces questions-là, et ça peut aller très très loin, parce que j'ai parlé de la participation et je vais arrêter là-dessus. À très court terme aussi, on peut interroger comment est-ce qu'on va comptabiliser l'impact du tourisme, pourquoi est-ce qu'on compterait les touristes, est-ce qu'on reste sur des logiques de nuitée, de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc voilà un petit peu les éléments, et vous verrez que très rapidement, on se retrouve soit sur notre approche à l'espace, notre rapport au temps, et ces éléments-là, à l'échelle institutionnelle aussi, vont venir bâtir vos évolutions, pourquoi pas vers des évolutions même de statut, de fonctionnement et autres. Donc, je préfère m'en tenir là pour ne pas monopoliser l'échange, mais plutôt avec grand plaisir revenir ou rebondir dans la conversation. Merci. Merci Marilène. Bah, c'est très intéressant parce que là, on a pris beaucoup de hauteur. Parce qu'on a parlé de territoire, mais on a parlé aussi de j'ose le mot, presque de démocratie, puisqu'il faut prendre des décisions en commun sur des sujets qui préoccupent un territoire et une population. Donc, on voit que derrière notre tourisme, celui qui nous anime, celui qui nous fait vivre, il y a quand même beaucoup de questions qui viennent se percuter avec l'air du temps, quoi. Il n'y a pas que le tourisme dans le tourisme. Je fais une double citation et ça me permet de donner la parole à Christophe Bougmary qui a plein de choses à nous dire aussi sur ce sujet-là. Ouais, merci Dominique, merci Marilène là, pour l'introduction. Alors évidemment avec beaucoup d'humilité parce que comme vous l'avez évoqué, le sujet non seulement est vaste, mais en plus dans la période qu'on traverse, il ouvre un champ de réflexion qui, et je pense que Xavier tout à l'heure nous le dira à travers le territoire de l'Île-sur-Sorgue, mais un champ de réflexion qui doit nous permettre aussi de nous poser là, par rapport à l'ensemble des champs qu'on doit faire évoluer. Alors, Marilène l'a évoqué, tourisme bashing, enjeu du développement durable. On voit aussi apparaître une porosité de moins en moins forte entre touristes, visiteurs, habitants. Alors, accéléré en partie aussi avec la crise, le télétravail. On parle maintenant même de télétravel. L'île Maurice qui donne des visas d'1 an pour que les gens viennent travailler. C'est des visiteurs, c'est des touristes, c'est des travailleurs. On voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer aujourd'hui par rapport au territoire, même des groupes d'hôteliers, le groupe Wyatt aux Caraïbes qui met des nouvelles choses en place par rapport à l'hébergement et notamment sur le télétravail. Dominique, tu l'as évoqué, les enjeux de plus en plus forts dans la société de démocratie, dite démocratie participative, qui impacte un certain nombre de champs, le développement des territoires aussi avec la loi NOTRe et un certain nombre aussi de choses qui ont permis progressivement au territoire de prendre des choses en compte. Donc on le voit,
si on descend un peu plus en infra sur nos territoires, nous, l'objet, c'est de se dire finalement, à l'échelle de la région Occitanie, comment on réfléchit collectivement à une nouvelle organisation ou en tout cas une nouvelle gouvernance peut-être de la question touristique. Parce que Marie-Hélène l'a dit, ça réinterroge beaucoup de choses, ça impacte des acteurs qui sont de plus en plus nombreux par rapport aux enjeux dits d'attractivité. Là aussi, on pourra y revenir. Attractivité, tourisme, où est-ce qu'on se situe là sur l'un ou l'autre des secteurs citer aujourd'hui des producteurs agricoles qui sont devenus progressivement des acteurs d'attractivité d'un territoire, y compris touristique, des artistes, des entreprises, bref, des activités, des événements sportifs, enfin, on a un certain nombre d'exemples qui nous montrent aujourd'hui voilà, la complexité de ce que peut être la dynamique territoriale au niveau touristique. Donc nous, l'enjeu, finalement, à notre échelle de l'Occitanie, c'est de s'interroger avec l'ensemble des acteurs pour voir vers quel univers on doit aller. Je recite ce chiffre à chaque fois. On a fait un questionnaire auprès des offices de tourisme au mois de décembre. Il y en a 64% qui pensent que progressivement, ils vont, et assez rapidement certainement, évoluer vers des missions de pôles d'animation territoriaux ou d'agences d'attractivité. Donc on voit une perception, là aussi, déjà d'une certaine évolution du rôle que les offices de tourisme peuvent avoir sur le territoire, et donc une évolution relativement forte. Ça interroge un autre aspect, et c'est la région des Flandres qui a mené un travail là-dessus, et en gros, ils considèrent finalement aujourd'hui qu'on est passé de qu'est-ce que les clients veulent acheter sur un territoire à qu'est-ce que la communauté offre et veut partager. Donc tout ce travail finalement de pause nécessaire pour réinterroger finalement comment le territoire veut repenser sa stratégie touristique et ou d'attractivité, ça Xavier pourra nous le dire, touristique et ou d'attractivité, mais comment finalement le repenser pour pouvoir lui donner cette assise territoriale au regard de tous les éléments qu'on a évoqués et que Marie-Hélène évoquait au préalable ou Dominique dans son introduction. Donc un objet pour nous qui va être finalement de poser un nouveau cadre de gouvernance, parce que évidemment ça va être un des premiers éléments qui va permettre à la fois entre les structures institutionnelles, des CRT ou CDT aux offices de tourisme, mais jusqu'à, et vous les avez cités un peu les uns et les autres, à des acteurs qui contribuent sur un territoire à co-construire la stratégie avec eux. Parce que finalement, ils en détiennent une partie, parce que finalement, à un moment ou à un autre, comme le disait Marie-Hélène, des territoires peuvent vouloir plus ou moins être touristique ou en tout cas délimiter un seuil d'acceptabilité, on va dire, pour faire court, qui est relativement important. Pour ça, ça veut dire que la logique, il va falloir collectivement, et quand on regarde un petit peu et qu'on benchmark un peu par rapport à tout ce qui se fait là-dessus, va falloir véritablement qu'on prenne un petit peu le temps de cette co-construction, de ce dialogue avec l'ensemble des acteurs, parce que véritablement, c'est un changement de paradigme relativement important. Je cite là Vincent Golin, qui est directeur donc, du département de l'économie et de l'Institut de Paris Région, qui dit qu'il est important que les professionnels du marketing et de l'attractivité des territoires ralentissent leurs projets pour se donner le temps de dialoguer avec les habitants, avec les visiteurs, afin de coproduire quelque chose de plus ancré dans le sens, ce sens qui renvoie à ce dont ont envie nos cibles aujourd'hui, parce qu'elles ont envie de savoir où elles vont, et il faut donner du sens à l'avenir des territoires. Je trouve la citation, elle est assez importante parce qu'elle reprend cette question aussi du sens, et Marie-Hélène l'a évoqué dans sa présentation, du sens de ce que veulent finalement les territoires et de ce qu'on peut offrir finalement à des visiteurs, que ce soit la dimension culturelle d'un territoire au sens générique du terme, de son identité, enfin bref, d'un certain nombre de choses. Donc à notre niveau, encore une fois, je le redis, donc pour l'Occitanie, un travail qui s'engage avec l'ensemble des acteurs, de nos collègues départementaux dans un premier temps, puis dans un deuxième temps avec l'ensemble des offices de tourisme dans les semaines et les mois qui vont venir, et évidemment avec l'ensemble des acteurs
qui constituent ces territoires pour finalement donner du sens à une gouvernance qui corresponde certainement à une évolution et à un rôle que les territoires ont de plus en plus important par rapport à cette logique-là. Alors évidemment, et là je laisserai après Xavier, mais Dominique, expert en la matière, ça va nécessiter forcément de nouveaux indicateurs aussi, de nouveaux outils d'analyse, parce que derrière, on voit bien, avec Dominique, on en a souvent discuté, on voit bien que ça engage d'autres critères que les seuls critères, pour faire caricaturer, que du nombre de nuitées sur un territoire, par exemple, pour finalement évaluer cette nouvelle orientation que les territoires pourraient prendre. Voilà, dans les grandes lignes, et après, comme Marie-Hélène, on est à votre disposition pour rebondir, et c'est tout l'enjeu et l'intérêt de ces rencontres. Moi, je trouve très intéressant ce renversement que tu évoques à travers l'exemple de la Flandre. Il y a 20 ou 30 ans, on disait, arrêtez de mettre en avant votre offre et intéressez-vous à ce que veut le client, et quitte à vendre votre âme au diable ou à porter un costume qui ne vous va pas du tout avec des paillettes, si c'est ça que veut le client est roi. Et puis là, on s'interroge de manière complètement différente. Donc, ça c'est un vrai renversement marketing, et ça pose la question justement de comment on développe, comment on co-construit une démarche territoriale autour d'une destination avec une offre particulière, avec des clients particuliers. Et là, je trouve ça intéressant, justement, c'est pour ça qu'on souhaitait que Xavier Feuillant soit avec nous. Comment vous avez fait? Est-ce que c'est possible de mener une telle démarche? Comment ça marche? Voilà, là, on passe au côté vue du terrain, parce que ça nous intéresse vraiment beaucoup de savoir. Quand je vois le site internet de l'Île-sur-la-Sorgue, le village monde, c'est ça, hein, ça donne vraiment très envie de comprendre quels sont les dessous. Et j'espère ne pas me tromper, mais je n'ai pas l'impression que c'est juste un tour de passe-passe marketing supplémentaire pour essayer de revendre le tourisme d'une autre manière. Mais là, je suis un petit peu provocateur, Xavier. En tout cas, merci à Marie-Hélène et Christophe, effectivement, qui ont bien planté le décor. C'est beaucoup plus aisé de passer, effectivement, lorsqu'on a déjà une ligne qui est tracée. Effectivement, nous, sur l'île, sur la Sorgue Tourisme, donc on a un micro-territoire, on a les 30 000 habitants, 5 communes, dont une ou deux plus attractives. Quelques pépites avec l'île sur la Sorgue, effectivement, et Fontaine de Vaucluse, qui font un peu plus d'1 million de visiteurs par an. On se rend compte effectivement qu'il y a une vraie attractivité naturelle. Mais effectivement, on s'est quand même posé pas mal de questions, et je suis heureux quand vous évoquiez tout à l'heure un sondage là, par rapport aux futurs offices du tourisme. 64% répondent qu'ils vont devenir des pôles d'animation et des accélérateurs d'attractivité. Heureusement, parce que ça fait un paquet d'années que c'est déjà engagé cette démarche. Donc c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a une grande moyenne qui reconnaît ça. Si effectivement l'Office du tourisme consiste à donner des plans pour trouver les toilettes, on est loin du fantasme touristique, hein, et de la réalité terrain. Donc, c'est plutôt rassurant, même si le chiffre me paraît un peu bas quant à l'engagement de ces développements. En fait, effectivement, nous, on a pris il y a quelques années le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un territoire plutôt attractif. On est dans le fantasme provençal, méditerranéen, sans avoir les contraintes d'un bord de mer invivable pendant 2 mois. Des petits villages perchés, des belles forêts, beaucoup de patrimoine. Donc finalement un visage assez idyllique, hein, d'un tourisme d'arrière-pays provençal avec toutes les saveurs, le bien-être que ça peut procurer. Il n'empêche que effectivement sur juillet-août, des concentrations de population touristique nous ont fait réfléchir et nous dire véritablement qu'est-ce que l'on cherche. On ne voulait pas atteindre le seuil critique des grandes villes ou des côtes qui sont absolument submergées. On voulait effectivement éviter tout le phénomène de tourisme bashing. Donc, on a tout simplement retroussé nos manches, les élus, les locaux, les socio-économiques, les socio-pros, et on a tous bossé pour essayer de travailler sur les identités et les valeurs du territoire. Mais on n'a pas fait qu'à d'interroger les locaux. On a bien entendu lancé dans cette grande opération tous les tourismes qui passaient, les récurrents, les excursionnistes, ceux de passage, ceux qui étaient là par hasard,
Et à partir de là, on a fait vraiment un énorme travail. Et ça ne se décrète pas. Et c'est effectivement pas, comme vous le disiez, Dominique, par provocation, c'est absolument pas un habillage marketing. On a vraiment envie de savoir comment est composé ce patchwork des gens qui habitent ou qui passent sur notre territoire. C'est un travail à peu près d'1 an qu'on a confié à des équipes, 2 équipes de 2 personnes qui ont travaillé 1 an rien que sur la prise d'informations. Rencontrer donc les gens qui comptent, ceux qui sont pris par hasard. Donc on avait du Quali, on avait du Quanti. Et derrière, donc on a fait ressortir 3 catégories d'éléments en termes de valeurs qui sont très très importants. Il y a les valeurs des rapports par rapport à l'autre, donc touristes, locaux, entre nous, entre touristes. Donc vous voyez tout type de rapport. Il y a les valeurs de l'être, donc là c'est vraiment des valeurs personnelles que l'on met en avant, et puis les valeurs du faire, par rapport aux actions, soit en individuel, soit par rapport à la collectivité. Donc, on s'est largement appuyé sur le travail universitaire de Joël Gaillet, qui se trouve être un artisan sur notre territoire, même s'il a enseigné à Aix-Marseille. On a profité effectivement de pas mal de ces lumières, mais on a structuré le travail derrière, et puis surtout, on a impliqué l'ensemble du territoire. Et il est ressorti qu'effectivement, on avait déjà une connaissance touristique, alors par les fameux indicateurs, les nuitées, tout ce que l'on veut. On sait qu'on peut affiner ça maintenant avec les technologies du numérique, choses dont on ne se prive pas d'ailleurs, mais qui sont loin d'être les seules technologies et les seules informations que l'on croise. Bien entendu, toutes les notions qui sont intangibles sur le bien-être, sur l'hédonisme, le plaisir de vivre, sur les activités, le dynamisme, les engagements, ça, c'est jamais exprimé par aucune des valeurs commerciales. Donc, pour nous, il était essentiel de faire ce travail de recherche. Et là, on a été très surpris. Alors, on est un territoire relativement équilibré, c'est-à-dire qu'on vit à peu près un tiers du tourisme, un tiers de l'industrie et un tiers de l'agriculture. Donc, vous voyez, un territoire plutôt équilibré, mais malgré tout, tous les secteurs sont impliqués. Clairement, l'agriculture trouve aussi des ressources et des tourisme. L'industrie aussi trouve aucune difficulté à faire des recrutements dans la mesure où on leur dit, ben voilà, sans vouloir digresser aucunement sur nos confrères du Nord, c'est plus facile à vendre l'île sur la Sorgue que Dunkerque, même si on peut très bien vivre à Dunkerque. Donc vous voyez, on est dans un fantasme provençal, mais il y a des infrastructures et puis il y a une forme de qualité de vie qui est exprimée. Donc le secteur industriel en profite directement. Donc là aussi, ne jamais sous-estimer les autres secteurs, ne pas considérer que le tourisme en lui seul s'autosuffit, même dans des territoires, je viens d'un territoire de montagne aussi, où l'or blanc était vraiment très très prégnant, et bien malgré tout, l'industrie, l'agriculture sont directement impactées par le tourisme et vice-versa. Donc déjà, s'accorder la possibilité de faire un travail d'analyse profond et sérieux sur toutes les couches. Et effectivement, après, on a pu dresser une espèce de carte d'identité des personnes qui traversaient ou qui vivaient sur notre territoire. Et à partir de là, on a pu faire une projection pour savoir comment faire vivre ça. Est-ce qu'effectivement, on communiquait encore pour faire venir encore plus de monde? Clairement, ça a été non. Non. Mais ça veut dire que derrière, c'est un engagement qui est fort. C'est-à-dire qu'on refuse, en juillet-août, de faire de la promotion. C'est-à-dire qu'on a sorti la Foire internationale des antiquaires, qui est une des plus grosses foires mondiales, qui fait venir 100 000 personnes en 3 jours. On l'a virée du mois d'août et on va la mettre à la Toussaint. Une chose qui n'est pas facile quand ça fait, c'est une foire qui a 50 ans et que l'on déplace. On gère une rivière. On a la chance d'être en Provence. Toutes les rivières s'assèchent l'été, sauf cette Sorgue, puisque c'est une exurgence qui sort de Fontaine de Vaucluse. C'est la plus grosse exurgence d'Europe, donc ce qui nous garantit une rivière qui coule toute l'année à 13 degrés, à un débit quasiment constant. Eh bien, cette rivière, il y a des canoës, il y a des pêcheurs, il y a des promeneurs, il y a le syndicat de la rivière, puisque c'est l'eau potable d'une bonne partie du département. Enfin, voilà, il y a des atouts et des juxtapositions d'intérêts divergents, voire communs, dans certains cas, qu'il a fallu gérer. Et tout ça, il a fallu effectivement l'identifier par rapport à l'identité, à la valeur, et déterminer ce que l'on allait faire. Eh bien, ça n'a pas été évident, effectivement. Il y a des élus qui étaient choqués par le fait de se dire, écoutez, nous, on ne va pas aller au tourisme bashing, on va gérer
on va gérer nos clientèles et nos visiteurs. Et la population locale nous a beaucoup aidé justement, parce que toute cette analyse fine d'attractivité, de qualité de vie, nous a permis finalement de renforcer notre image, notre attractivité finalement dans l'ensemble, et nous auto-limitons. On s'est retrouvé avec le préfet autour de la table, pour reprendre l'exemple de la rivière. Nous avions les loueurs de canoë, nous avions les clubs de pêche, les clubs de sport, les parcours à vélo, le syndicat mixte. Et on s'est dit, bon, comment on peut gérer cette clientèle qui se retrouve compactée sur ces 2 mois? Et bien, tout simplement, on a pris des décisions en accord. Ça n'a pas été facile, ça a été des négociations très lentes. Il faut vraiment engager des négociations sur le long terme. Et on en est arrivé à diminuer par 2 la fréquentation des canoës. C'est pas évident, hein. Vous avez trois grosses boîtes qui font 4000 passages jour. Ben, vous leur dites, à partir de l'année prochaine, vous ferez 2000 passages jour. Donc, il a fallu effectivement trouver des accords, trouver des façons de faire pour que les investissements puissent être quand même amortis dans des temps raisonnables. Et puis, au bout du compte, on a signé cette charte globale. Et effectivement, on retrouve une fréquentation, on retrouve des poissons qui reviennent. Il y a pas mal d'espèces endémiques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à préserver. Et finalement, de mettre tout le monde autour, je peux vous dire qu'il y a eu des étincelles, hein. J'ai quasiment assisté à toutes ces réunions, puisqu'on sert souvent d'arbitre. Et ça a été très, très chaud, mais c'est faisable. Les choses sont dites et ensuite les choses sont faites. Et nous-mêmes, on a commencé par balayer devant notre porte, c'est-à-dire que nous avions une association d'offices de tourisme intercommunaux. On a balayé tout ça, on a balayé les services tourisme de la communauté de communes qui travaillaient parfois en complémentarité, parfois en parallèle, ensemble. Donc, on a tout viré. C'est à l'époque où, justement, je suis arrivé sur le territoire pour créer une nouvelle structure et ensuite la manager. Et derrière, on prend donc en plus la gestion d'équipements, des châteaux, bientôt des caméras obscura, des ciné, enfin bref, on se dirige vers le fameux sondage que vous évoquiez tout à l'heure, où effectivement le spectre des responsabilités d'un office peut largement s'élargir dans la mesure où on a bien fixé la base de l'identité et de la valeur en amont. Mais c'est un gros travail. Alors c'est passionnant. Il y a effectivement des bonnes prises de bec, mais finalement ça simplifie, ça clarifie les choses. Et après, très vite, on peut faire coïncider le tourisme avec le territoire parce que justement, on a fait tous ces changements uniquement sur des valeurs partagées et des identités partagées. Et c'est ça le plus gros travail. Puis on peut y aller en poussant tirant, en espérant que ça fonctionne, mais il faut se méfier de sa propre perception des choses. Alors qu'une étude sérieuse en amont, des valeurs affirmées, partagées, derrière, on peut construire une politique ambitieuse. Et effectivement, on a toujours autant de monde, mais maintenant, au lieu d'avoir une saison, allez, avec 3 ans de recul, au lieu d'avoir une saison de 4 mois, on a une saison de quasiment 10-12 mois. Alors, ouais, je croyais que je vous avais perdu. J'avais une image qui avait disparu. Voilà, donc en fait, concrètement, tout ce travail a vraiment permis de construire la stratégie du futur, le développement. On n'a absolument pas éradiqué le tourisme, on n'a absolument pas non plus créé des points de surchauffe. On a simplement utilisé tout ce travail en amont pour, alors étaler la saisonnalité, c'est le vœu pieux de tout office, mais comment l'étaler si on n'a pas partagé les valeurs avec le territoire et si on n'a pas identifié des cibles et si on n'a pas mis en place des actions marketing pour pouvoir atteindre ces cibles. Voilà, et donc on commence à toucher les premiers fruits de ce travail collectif d'identitaire et de stratégie marketing derrière. Et effectivement, on a des saisons qui commencent plus tôt, et qui finissent plus tard. Et puis surtout, ça a donné des idées. Clairement, maintenant, on a des hébergeurs qui se tournent avec de gros investissements sur le MICE, enfin le tourisme d'affaires, parce que justement, là aussi, c'est une possibilité de fonctionner à plein régime sur juillet-août et de fonctionner avec un bon régime de croisière tout le reste de l'année. C'est vraiment l'ambition du territoire et je crois de tous nos collègues partout en France. Hein. Voilà. Très impressionnant et très intéressant.
J'imagine que mes collègues ont des questions à vous poser. Moi, j'en ai plein aussi pour qu'on puisse échanger là-dessus. Même, je donne cette possibilité-là hein, aux participants au webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions-réponses. Ouais, beaucoup de choses. Hein. La question du bien-être aussi qui revient. Nous, il y a plus d'un an maintenant, avec Christophe, on avait beaucoup discuté du bonheur intérieur brut qu'on voulait poser comme un indicateur partagé aussi du tourisme, ne pas l'oublier. Et puis cette question de la gouvernance, pour mettre tout ça en place, il faut une gouvernance qui tienne la route. Et il faut que cette idée, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'idée du modèle économique qui est partagé, le fait que des prestataires soient capables, à un loueur de canoë, de dire bah, je vais diviser par 2 ma fréquentation, alors que je suis là peut-être pour faire du business. Ça veut dire qu'on s'approprie une histoire commune, une histoire collective, et c'est une véritable appropriation. Ce n'est pas l'appropriation d'un logo, c'est le fait d'accepter de diviser par 2 son chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très fort et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi à évoquer. Donc, toutes ces questions-là, plus ce que mes petits collègues… Il y a eu des grosses négos, hein, pour reprendre le cas très pragmatique hein, du loueur de canoë. C'est une personne qui avait un petit train à l'extérieur de la ville et puis qui avait un manège également alors là, en centre-ville, mais pas desservi dans un coin. On a été jusqu'à négocier avec lui de faire rentrer le petit train dans la ville pour pouvoir justement augmenter notre vision patrimoniale sans faire rentrer de bagnoles supplémentaires. On a retravaillé par rapport à d'autres prestations comme son manège, des emplacements qui lui ont permis de faire monter son chiffre d'affaires. Alors, ça n'a probablement pas rattrapé la totalité, mais lui-même a modifié sa politique tarifaire. Et puis, il a également investi dans des nouveaux canoës plus luxueux qui lui permettaient de louer à un autre prix. Donc, l'un dans l'autre, avec le recul, j'étais avec lui pour préparer la saison il y a encore cette semaine. Il s'y est quasiment retrouvé. En revanche, en termes d'image maintenant sur son site internet, sur ses clients, il y a plus ce phénomène d'agglutinement qu'on peut retrouver en Ardèche ou qu'on avait malgré tout chez nous parce que trop de monde par rapport à cette rivière. Et on redécouvre justement le côté sauvage. Les gens qui achètent ont une notion de qualité. Figurez-vous qu'on arrive à 96% de qualité ressentie. Partagé et en local et en clientèle. J'ai jamais atteint des scores comme ça par ailleurs, sans avoir fait une méthode comme celle-là. Donc c'est vraiment rassurant, c'est-à-dire que c'est pas un fantasme de marketeur qui a tout vu, tout fait. C'est vraiment se poser la question de se dire, moment, je vis dans une ville, je vais en vacances dans un territoire, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver et qu'est-ce que je n'ai pas envie d'y trouver. Et à partir de là, on était très, très étonnés de voir que sur les identités et les valeurs, elles étaient sensiblement partagées entre les vacanciers et entre les locaux. Déjà, ça, c'est plutôt bon signe. Marilène, Christophe, ça vous inspire des réactions? Qui se lance? Moi, je veux bien. Hein. J'aurais plein de… Évidemment, c'est très, très inspirant, mais là, juste pour rebondir sur le dernier propos, justement sur le lien entre comment est-ce que dans la durée, on peut s'assurer que ces fameuses valeurs partagées entre des habitants ou des personnes qui vont venir sur le territoire, mais sur des périodes plus fractionnées ou juste peut-être qu'une fois, comment est-ce qu'on peut s'assurer et quelles sont les occasions, on va dire, de rencontres et de construction collective de ces valeurs partagées? Ça m'intéresse sur le long terme. Et peut-être que ça rejoint aussi une question que j'avais sur le canoë. Tu as parlé d'une charte, donc derrière d'engagement, ça c'est un mot très fort aussi que j'ai entendu. Pareil, sur l'animation, c'est quoi du coup les moyens de l'OT pour animer? Parce que c'est pas juste signer une charte, j'imagine, mais il y a tout ce travail de quotidien, de relations et autres. Et voilà, moi c'est sur la durée, comment est-ce qu'on anime une démarche comme celle-ci? Et comment on se rend compte qu'il n'y ait pas des écarts, par exemple, entre une vision que j'ai à l'instant T et dans 5, 10, 15 ans ou auprès de telle cible de clientèle ou de tel groupe d'acteurs sur le territoire, comment est-ce qu'on s'assure que on ne s'éloigne pas, tu vois, comme dans les… Ouais. Déjà, il y a deux mesures essentielles. Hein. C'est-à-dire que lorsque l'on a créé tout ce travail sur l'attractivité, on a décidé de le mouler dans l'acier. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit durable dans le temps. C'est-à-dire que l'on a, dans nos différentes chartes, nos différentes approches, déjà au niveau des produits touristiques en eux-mêmes, on se voit minimum 2 fois par an. Et 2 fois par an,
on se dit les choses de façon importante. Il y a une pré-saison et il y a une post-saison. C'est dans la post-saison que l'on fiche dans le marbre les activités que l'on aura à faire sur la saison suivante. Et c'est pour ça qu'on se voit en début de saison, pour être sûr que tout ce que l'on a décidé à l'automne se soit réalisé au printemps pour accueillir effectivement les personnes. Et ça veut dire que quand on mesure le delta entre ce que l'on s'impose et ce que l'on réalise, les écarts sont vite sanctionnés et très très vite sanctionnables. C'est-à-dire que si on n'atteint pas le degré de qualité qu'on s'est fixé, qu'on a signé, parce que cette charte, c'est pas rien, hein, c'est-à-dire qu'on a tous les intervenants, le préfet est là en plus, et on signe tous en bas ce sur quoi on s'engage. Si on ne tient pas notre engagement, soit on est dégagé, soit on est sanctionné. Alors on a prévu tout un panel d'actions, je préfère parler d'actions plutôt que de sanctions, qui permettent de corriger les tirs très très rapidement. Et si on n'institutionnalise pas ce type de procédure, ça peut vite faire comme un pétard mouillé, hein. Ça peut faire long feu, hein. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, également, l'inscrire dans le temps. Toute cette politique village-monde, notre activité positive, plutôt, alors on en a fait une marque, on en a fait des labels, on a un label également excellent, c'est-à-dire que toutes les entreprises, on les contacte et on leur demande où ils en sont dans cette démarche d'attractivité. Il y en a qui ne l'avaient pas raccroché au début, qui l'ont raccroché par la suite. Et ensuite, on a, au niveau individuel, alors ça, ce n'est pas une innovation, mais on a travaillé beaucoup sur tout ce qui est représentation et ambassadeur. Et on s'est rendu compte qu'il y a une réponse immédiate et très, très élevée du nombre de personnes qui étaient prêtes à s'engager pour justement maintenir ces valeurs. Je prends un autre exemple. Il y a des barques à fond plat qui sont issues de l'histoire de ce pays où la pêche est omniprésente. Elle nous restait les papes quand ils étaient en Avignon. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une attraction touristique. Donc, il y a des clubs de barques, ça s'appelle des négociines, et on n'en fait pas une attractivité l'été, mais il se trouve qu'il y a des concours, il y a des joutes, il y a des marchés flottants qui sont organisés. Et là, c'est pareil, c'était un peu à notre goût, quelque chose d'un petit peu trop folklorique et pas assez authentique. Donc, on a travaillé avec ces gens en leur disant, bon, voyez, vous avez une histoire qui date de centaines d'années, ça vaut le coup de travailler sur la qualité, de l'organiser, de la montrer. Et donc, pour ce faire, nous sommes en train de créer une fondation où les industriels vont pouvoir financer des projets associatifs allant dans ce comité de sélection de Village Monde, attractivité positive, pour justement permettre de développer la qualité. Alors, ça a une double vertu parce que non seulement ça permet de lever des fonds et puis de mettre en place des choses qu'une collectivité ou des associations ne pourraient pas financer, mais surtout, on le fait en contrepartie en s'assurant, on anime tous les mois, tous les 2 mois, allez, à peu près, des ateliers qualitatifs dans les entreprises où on échange. Alors, il y a des industriels qui viennent avec les normes 9001, il y en a d'autres qui viennent avec du 9018, il y en a qui viennent avec de l'ERP, il y en a qui viennent avec du label qualité tourisme, ceux qui viennent du monde du tourisme. Donc, vous voyez, et on essaye de faire des échanges entre nous. Et c'est super riche. Et ça sous-entend qu'on a ce flux. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il y a la mairie, il y a le premier producteur mondial de capsules de médicaments à base d'algues au monde, qui est juste à côté. On a le fabricant Smecta, on a l'office de tourisme, on a un fabricant de chocolat. Enfin bref, on a de la PME jusqu'aux plus gros industriels et on partage ces notions de qualité, d'échange. Et derrière, donc, ça nous permet de financer une fondation qui est en cours de création. Pour le moment, c'est une association en cours de création de fondation. Et derrière, lorsque la fondation aura atteint le capital nécessaire, on pourra financer d'autres projets touristiques à base d'augmentation qualitative et d'étalement de saison. Donc, c'est assez vertueux, en fait. C'est pour ça que, Marie-Hélène, votre question, elle n'est pas neutre. Ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler sur le long terme. Sinon, ouais, c'est un joli feu d'artifice, mais ça n'ira pas plus loin. Alors que là, on est vraiment engagé sur le très long terme. Ça rebondit sur la question qui est posée par un participant au webinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bonjour, actuellement, sous prétexte de relancer la machine économique, on lit des textes surprenants signés par les principaux acteurs institutionnels du tourisme. CF, la lettre verte commune des acteurs du tourisme, ADN, CAT, UNAT. Dans ce texte, les efforts pour la reprise seraient vains si les charges et contraintes législatives ou réglementaires devaient être aggravées.
finalement, les arguments du monde d'avant sont encore utilisés pour le tourisme de demain, à se demander si la pandémie n'a pas uniquement arrêté le temps économique, mais pas les logiques concernant un tourisme raisonné sur les territoires. Est-ce qu'on peut mettre en place une démarche vertueuse comme celle qui a été évoquée là, avec les outils d'avant, quoi. En fait, ça veut dire ça aussi, sans rentrer dans la polémique, parce qu'il y a quand même un contexte économique qui fait que, et c'est ce que je trouve intéressant dans la démarche de l'île sur la Sorgue, c'est aussi la question du modèle économique est posée. On fait des choix de réduire, mais ça veut dire qu'on s'en préoccupe, on s'intéresse aussi à l'économie du territoire, à l'économie touristique. Donc voilà, nouveaux instruments, vision locale. C'est même pas vraiment le fond du problème, parce qu'en fait, je veux dire, si on attend effectivement d'avoir une crise sanitaire comme la nôtre qui se transformera forcément d'une manière ou d'une autre en crise économique pour changer, ça veut dire qu'on n'a quand même pas eu le nez très très creux, quoi. C'est-à-dire qu'on se doute bien, enfin, je sais pas, ça fait un paquet d'années qu'on parle effectivement de difficultés économiques, de parts de marché, de mutations touristiques. Moi, il y a probablement, quand les avions voleront, il y aura toujours des gens pour aller à Ibiza. C'est pas un vrai problème. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a constaté que lorsque il y a une crise sanitaire mondiale, les valeurs profondes sur lesquelles nous, on avait travaillé, parce que tout simplement, c'était les nôtres, elles sont avérées sacrément payantes. C'est-à-dire que ça a fonctionné avant la crise, et ça a encore mieux fonctionné après la crise, parce qu'il y a une forme de proximité, il y avait une forme de nationalisme touristique, mais même quand vous avez travaillé sur ces valeurs-là, même quand les frontières vont se réouvrir, même quand l'économie, quelle que soit sa forme, va redémarrer, et les gens ne vont pas fuir ces valeurs-là qui les ont attirées, puisqu'ils les ont attirées avant la crise, ça les a attirés encore plus après la crise. Quels sont les abrutis qui repartiraient sur les mêmes modèles que ceux d'avant? Moi, je ne suis pas très inquiet. Et puis, le débat, ce n'est pas effectivement de savoir quel monde économique on va avoir derrière. C'est est-ce qu'on a fait ce travail de savoir qui on est et ce qu'on veut faire? Voilà. Ça, c'est plus profond. Pour rebondir par rapport à ce que Xavier vient d'évoquer, moi, ce que je trouve intéressant, et j'aimerais bien peut-être le préciser, c'est que finalement, ce qu'on aborde à travers ça, et peut-être à travers l'exemple que tu as donné, là, Dominique, sur la question, c'est qu'on parle bien d'un développement durable des territoires dans toute leur acceptabilité. Et Xavier, à travers les exemples qu'il vient de donner, on est bien sûr du développement et pas de la décroissance. Au contraire, vous avez à l'île sur Sorgue permis d'étaler la saison touristique tout au long de l'année avec des publics qui identifient des valeurs sur votre territoire. Et aujourd'hui, à travers le numérique, on peut toucher la planète entière. Il n'y a pas besoin d'aller faire des campagnes spécifiques dans tel ou tel pays. Donc là, en plus, vous amenez des valeurs et du sens, ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur votre territoire. Et là où je trouve c'est intéressant, c'est le modèle peut-être à préciser aussi Xavier, du temps que vous êtes donné, mais aussi de l'évaluation. Comment vous évaluez collectivement? Et là, ça me fait penser à un autre exemple, c'est le canton du Valais en Suisse qui a initié, pareil, il y a de ça quelques années, un peu une démarche dans le même esprit, alors que pourtant, ils ont la station de ski de Zermatt. Et j'ai souvenir que le directeur du site disait que la première fois, ils sont venus avec, comme tu l'évoquais, une charte avec des valeurs durables, de respect, enfin bref, d'un territoire que finalement tous ceux qui le composent respectent et sont responsables de ce territoire. Et finalement, au début, la station de Zermatt disait ben non, ça ne nous intéresse pas d'avoir le logo canton du Valais, parce que de toute façon, on a une notoriété telle que voilà, on n'a pas besoin de ça, quoi. Et au bout de quelques années, les valeurs se sont imposées sur l'ensemble du territoire. Et finalement, c'est la station de Zermatt qui est venue demander au canton du Valais de pouvoir apposer du coup les valeurs qui étaient celles de ce territoire. Donc, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, là, Xavier, c'est peut-être cette question aussi de l'évaluation, parce que peut-être que vous commencez à avoir un petit peu du recul. Comment ça se passe? L'ensemble du territoire évalue les objectifs, évalue. Alors, ça a été un peu évoqué avec les entreprises notamment, mais j'imagine en termes stratégiques, et on a évoqué la gouvernance, donc ça va intéresser collectivement. C'est quoi? Vous avez typiquement des conseils d'administration dans lesquels tout le monde se retrouve et on évalue, qui décide comment c'est piloté finalement tout ça. Alors déjà, effectivement, moi j'avais rencontré le directeur de Zermatt, j'avais été le voir en son temps, on avait bien rigolé aussi, effectivement, quand c'est lui qui est allé vouloir se coller sur le Valais. Mais parce que justement, il faut pas prendre la grosse tête, quelles que soient nos réussites ou nos positionnements,
ne jamais oublier que nous ne sommes qu'une partie d'un écosystème. Donc, déjà, un peu d'humilité, ça ne fait pas de mal. Et puis, surtout, derrière, le positionnement est essentiel. Ouais, comme vous dites, Christophe, il est essentiel de savoir où on en est. Alors, force est de constater quand même qu'avec les outils modernes, on a des croisements qui nous permettent de savoir où on en est, de la quantité, ça c'est une évidence, mais de la qualité aussi. Alors, je parlerai pas que des passerelles numériques, mais on a aussi des notations, qu'elles soient dans le monde du tourisme, qu'elles soient dans le monde du transport ou dans le monde de l'hébergement. Il est de notre devoir de nous lancer dans une analyse complexe et complète des notations. Et en plus, ça ne nous affranchit pas de faire nous-mêmes des évaluations ponctuelles sur des points soit d'amélioration qu'on a détectés, soit des questionnements sur lesquels on n'a pas forcément de réponse au moment où on veut faire justement ces analyses. Donc en fait, je dirais que c'est le croisement de toutes ces données. Alors, ça va des notes sur Booking, ça va des fréquentations radio data par Orange, ça va par les labels qualité tourisme des établissements, par d'autres labels. Quand vous avez sur un territoire, sur la même année, 10 nouveaux ou 100 nouveaux référencements accueil vélo, tout ça sont des indicateurs que l'on croise. Donc, on ouvre grand nos antennes et ensuite, on essaye de faire une analyse assez fine des mouvements, parce que c'est le mouvement qui est important à analyser, ce n'est pas la valeur absolue en soi, mais le mouvement, le delta, l'écart donc entre la situation d'une année N sur une année N+1, et puis derrière, non, il n'existe pas de big board, vous savez, multinational, où on réunit tous les codires. C'est pour ça qu'il était essentiel de construire la structure avec une vraie gouvernance avant. On est clairement les patrons du tourisme. Je rends des comptes à un comité directeur, mais c'est 20 personnes. Et dedans, il y a les maires, j'ai pris les plus représentatifs qui ont bien voulu nous suivre dans ce comité directeur. On a des industriels, on a des gens du tourisme, on a des chambres d'hôtes très modestes, mais on a vraiment un panel représentatif et on a des citoyens lambda aussi. Et donc, lorsqu'on se réunit, ce n'est pas une grand-messe, de la communication à la tapis. Non, on est vraiment sur un petit board, on échange et on regarde, on ressent, on fait s'exprimer toutes les branches d'activité, tourisme, pour le coup, et puis dans le cadre de la qualité, les industriels, et on échange. Et même les agriculteurs, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup d'agriculteurs bio et qui sont des gros producteurs européens en fruits et légumes, c'est un peu un verger de la France ici, et donc on les a fait intervenir et dans la fondation, et dans le board, et dans la qualité. Donc, en croisant toutes ces données, il y a beaucoup d'échanges humains. Il n'y a pas que des notes, mais on met les notes à plat. Et du coup, quand on fait notre démarche, la semaine dernière, j'avais un comité directeur. Il y avait la maire de Fontaine-de-Vaucluse, un petit village de 400 habitants où il y a 1 million de visiteurs qui vient voir la source. Il y a forcément des embouteillages à des moments, il y a forcément des problèmes de parking. Donc, on a analysé tous les chiffres des parkings et on a regardé. Eh bien, cette année, elle va révolutionner sa stratégie parking, pourtant qui lui amène pratiquement la moitié de ses ressources en termes de financement de la collectivité. Eh bien, elle refond absolument tout pour essayer de gommer les insatisfactions. Et puis, parallèlement, eh bien, on a engagé une démarche Grand Site de France. Puis alors, je suis très heureux de vous annoncer ça comme ça, puisque à midi ce matin, on est donc avis favorable. Donc, on va continuer le dossier. On a reçu les inspecteurs. Donc, on sera peut-être le 12e ou le 13e grand site de France, peu importe. En tout cas, c'est tout simplement pour dire que ce grand site de France, au-delà d'une forme de reconnaissance, c'est la possibilité de faire du développement financé par différentes instances pour améliorer justement la situation entre les habitants et puis les vacanciers qui passent. J'espère que ça répond à la question. Merci. Moi, je me pose la question justement de ce partage de valeurs parce qu'on est sur un territoire qui est bien identifié, qui a une cohérence culturelle et historique peut-être. C'est quoi les clés du succès pour mener une démarche comme celle-là? Parce que nous, on se pose la question autour de l'Occitanie, de l'occitalité, mais c'est des valeurs tellement génériques et avec des destinations qui la composent qui peuvent être tellement variables.
que je pense que ce serait illusoire de vouloir modéliser une approche comme celle-là à l'échelle d'un territoire trop grand. Donc voilà, quelles sont les limites de ce type de démarche? Moi, c'est la question que j'aurais envie de poser parce que j'y vois quand même la nécessité vraiment de partager de véritables valeurs et d'avoir quelque chose en commun de fort, quoi, qui lie l'ensemble des participants. Ouais, bah ça a pu marcher, mais vous avez raison, Dominique, hein. Ça n'a pu marcher. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a dit ça sera 50-50. On va donner la parole à 30 000 habitants face à 1 million de visiteurs. Et les 30 000 habitants doivent peser autant que les 1 million. Donc, tout simplement, voilà, c'est une forme d'équilibre. Je veux dire, on peut rien modéliser parce que chaque expérience est unique. Mais en revanche, l'expérience peut aider dans ce domaine, c'est d'accorder autant d'importance aux uns qu'aux autres. Après, forcément, on va, vous savez, c'est la fameuse loi des 80-20, on va forcément satisfaire à peu près 80. Finalement, on est à 96% de satisfaction. Quand on demande aux habitants de l'île-sur-la-Sorgue, ils sont à 96% satisfaits de vivre à l'île-sur-la-Sorgue. Et quand on demande aux vacanciers qui viennent chez nous, ils ont été à peu près à 90-91% satisfaits de leur séjour. Donc, il y a toujours une part non négligeable de gens insatisfaits, mais ce sont quand même des chiffres qui font rêver. C'est simplement parce qu'en fait, on n'est pas meilleur que les autres, c'est simplement que dans notre stratégie touristique, on fait en sorte que les équilibres puissent être respectés. C'est-à-dire qu'on peut quand même accueillir des gens, on fait tout pour éviter les phénomènes d'engorgement, soit par des opérations Grand Site de France, soit par une gestion des parkings différentes, soit par des ouvertures différentes aussi. On a des particularités, hein, les antiquaires, la rivière, etc., qui font que toute l'année, ça circule. Donc déjà, il n'y a pas ce phénomène, vous savez, où vous vous faites agresser pendant 3 mois seulement dans l'année. Le fait d'avoir étalé cette saison touristique pratiquement à l'année, notamment au niveau des week-ends, fait que finalement, il y a toujours des voitures avec des plaques d'immatriculation qui ne soient pas du 84. Et donc, ça facilite les choses aussi. Parce que la plus belle des organisations, le plus beau du travail, si derrière vous faites agresser sur 2 mois et demi, 3 mois, ça reste quand même super compliqué. Donc, nous, le fait d'avoir aussi cette forme d'étalement maintenant a vraiment largement contribué au ressenti qualitatif. Merci. Alors, on arrive bientôt à la fin, malheureusement, de ce webinaire qui est très, très court finalement. J'aimerais bien peut-être que vous demandez aux uns et aux autres un petit mot de conclusion, juste quelque chose sur lequel vous auriez envie de revenir par rapport à ce sujet, qu'encore une fois, on n'a pas fini de traiter, c'est clair, et qui pose tellement d'autres questions derrière, mais en tout cas, d'un mot. Et puis, si quelqu'un a une question, ben, c'est le moment de la poser, hein. Je m'adresse à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Marilène, pour commencer? Non, j'attendais un retour j'allais dire de la salle, des participants pour pas reprendre la parole, mais non, moi, juste comme ça, vraiment pour ce qui retiendra mon attention et que je trouve très, très, très intéressant, c'est des mots-clés qui ont fait tilt quand au fond de moi, je me disais, il faut qu'on amène des outils, il faut qu'on amène quand même des éléments de réponse concrets. Et là, c'est chouette parce que j'ai entendu le mot fondation. Ça, c'est un outil qui était très peu mobilisé par les acteurs du tourisme jusqu'à présent parce que je pense tout simplement, nos représentations, ce n'était pas pour nous. Et on était peut-être dans des schémas plus classiques. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Cette idée de consultation, de valeur partagée, bien sûr que c'est du temps, mais là, ça a été, vous l'avez justement souligné, Xavier, sur cette idée de 2 personnes, 2 temps plein sur une année. Derrière, il y a une volonté politique, donc ça, c'est important. La qualité aussi, ça, c'est chouette. Et je ne critique pas du tout l'approche, ce que moi j'appelle froide de la qualité, c'est-à-dire la démarche, l'ISO ou le référentiel, le process. Vous avez parlé, c'est un état d'esprit, c'est du bien-être, c'est ce qu'on cherche. Et oui, après, si ça passe par de l'ISO 18000 ou de l'ISO en fonction de ma problématique, ça, c'est chouette parce qu'on a l'impression que du coup, la qualité est complètement... et on fait rentrer cette approche subjective dans la qualité. Ça, j'ai trouvé ça très, très chouette. Bien sûr, comité directeur représentatif. Et après, cette cohérence aussi où très souvent, quand on présente les grands sites, et je ne jette la pierre à personne, derrière, on n'a pas... La première finalité de rentrer dans une opération grand site pour beaucoup de territoires avant, c'était la notoriété, c'était l'image. Et vous avez pointé du doigt 2 outils très forts de ces formes-là de labellisation territoriale qui est
c'est un outil en fait, de pérennisation de la démarche. Pourquoi? Parce que derrière, ça va signifier des fonds et du temps pour de la concertation, pour pouvoir structurer, travailler ensemble. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que moi, très souvent sur le terrain, des fois, j'avais l'impression que grand site, on l'associe à une augmentation de fréquentation. C'est un risque dans votre cas, mais c'est aussi derrière pour amener de la structuration. Donc, bien sûr qu'il y a des questions. Après, moi, j'aurais envie de dire, et qu'est-ce qu'on fait sur les territoires où il n'y a pas cet équilibre-là, ou qui sont économiquement en difficulté déjà? Vous voyez? Où on n'a pas un tiers d'industrie, un tiers d'agriculture, et c'est peut-être parce que peut-être qu'on a dans la salle des personnes qui sont sur ces territoires-là, qui sont vraiment en difficulté et qui se disent, mince, on subit le tourisme, mais si on nous l'enlève, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir. Voilà, pour ma question qui reste en suspens. C'est une bonne question. Et on va attendre que ça réagisse. Il y a des évocations sur le grand site. On est d'accord, on est sur une démarche grand site de France, pas grand site Occitanie. Parce qu'on a chez nous une démarche qui pourrait faire réagir, justement, faire penser plus à une recherche de fréquentation, d'augmentation de fréquentation que la démarche grand site de France, qui, je pense, elle est quand même reçue comme aussi une démarche de protection, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ça derrière. En attendant que… voilà. En attendant, Christophe, une petite conclusion sinon, en un mot, d'abord, tout l'intérêt de voir qu'il y a besoin de partager là, sur le rôle des territoires et de cette co-construction de façon collective. Sur la gouvernance, évidemment, là, c'est un appel à la réflexion, parce que comme je le disais, en Occitanie, nous, on ouvre le champ de la réflexion collective, et donc on ira à la rencontre des offices, en tout cas des territoires au courant des mois de mai et juin, dans cette logique-là. L'exemple de l'île sur Sorgue est intéressant, mais comme le dit Marilène, il y a tout un tas de profils de territoires, donc il faut les adapter, avoir beaucoup d'humilité par rapport au mode de fonctionnement, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique par rapport à ça, et je pense qu'on a un champ, et cette période, malheureusement, qui a plein de contraintes, en tout cas, doit peut-être nous permettre, là, aujourd'hui, comme le disait Xavier, au-delà d'une crise, de pouvoir repenser tout ça, quoi. Et donc, appel à échange, à débat, en tout cas aux bonnes volontés, aux idées collectives. Ça ouvre beaucoup de perspectives, et c'est vrai que cette question de différents profils de territoire, des profils plus en difficulté, des profils moins équilibrés, se posera aussi. Moi, je comprends que dans une démarche comme celle-là, on n'est pas dans une démarche forcément modélisable d'un lieu à un autre, parce que c'est tellement lié à des valeurs et à un passé commun ou un futur commun à construire. Mais en tout cas, le principe, c'est ce mode de gouvernance qui permet d'intégrer un maximum d'acteurs et de gens concernés par le développement touristique, que ce soit des entreprises, que ce soit des habitants, que ce soit des commerçants. Et puis cette notion d'attractivité, elle est transversale à tout ça. Donc ça ouvre beaucoup de perspectives, de réflexions. J'espère que, puisque là il va falloir conclure, mais j'espère que cette session aura contribué pour ceux qui l'ont écouté à alimenter, à enrichir la réflexion commune. On n'en est qu'au début, hein. Et c'était vraiment très intéressant, Xavier, de vous avoir avec nous, parce que d'avoir du vécu, on n'était pas dans le théorique, on était dans le réel, on était dans le concret. Il y avait de la chair, il y avait des vrais gens, des vraies idées, et franchement, c'était très, très intéressant de pouvoir le partager avec vous. Alors, c'est un peu frustrant, c'est rapide, on pourrait y rester des heures à discuter tous ensemble, mais on va rendre l'antenne, puisque c'est ce que Emmanuel en régie me dit, qu'il est temps de rendre l'antenne. Donc, il me reste à vous remercier les uns et les autres d'avoir participé à ce webinaire, à cet exercice qui est toujours intéressant, mais qui est un peu spécial et encore une fois un petit peu frustrant. Et remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Comme on vous l'a dit, le replay sera disponible, ainsi que tout le programme des webinaires Tête chercheuse sur le site internet pro du CRT, pro.tourisme-occitanie.com. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. On est dans le sujet, mais le 1er avril, ce n'est pas une blague, le thème, ce sera le développement durable, et on évoquera encore des questions qu'on a entrevues aujourd'hui. Donc, merci à tous.
Et je pense que là, je dois rendre l'antenne.